Bon, alors, si on allait apprendre des petites choses, hein? Si on allait apprendre des petites choses, je vous propose aujourd'hui qu'on aille parler de nudibranche. Alors, nudibranche, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, on va aller voir ensemble qu'est-ce que c'est. Donc déjà, pour vous donner la petite idée, Toki m'a partagé cet article il y a quelques jours sur le chat de la modération. Alors, vous allez me dire, eh? Bah oui. Et alors, sur une échelle de 0 à 10, comment est-ce que vous le trouvez cute, ce machin-là? Regardez, si on décortique un petit peu l'image, si on s'intéresse un petit peu à ce machin-là, c'est cute sur 10. Bah évidemment, c'est trop mignon. Donc, si vous regardez un petit peu, il y a une sorte d'organisme, comme ça, qui a l'air manifestement sous-marin, manifestement, qui est posé sur du sédiment, donc les petits grains de sable que vous voyez en bas, plus ou moins. Voilà. Attends. Euh, non, bon, bah, bref. Donc vous voyez un espèce d'organisme comme ça sur le sédiment. Vous voyez deux petits yeux trop cute au milieu de tentacules qui ressemblent à des tentacules d'escargot, comme ça. Et tout un tas de petites structures vertes aux pointes rouges sur son derrière et sur son dos. Voilà, c'est à peu près ce qu'on voit. Eh bien, ceci est un nudibranche. Donc on va aller voir ce que c'est qu'un nudibranche. Donc un nudibranche, c'est un groupe taxonomique qui regroupe beaucoup de choses et en vulgarisé, donc en nom vernaculaire, on peut appeler ça donc un nom qui est utilisé pour décrire quelque chose pour le grand public, on appelle ça des limaces de mer. Limaces de mer, donc vous voyez, ça c'est une planche qui a été faite par par qui? Par Ernst, ah bah oui, par Haeckel, bien sûr. C'est le travaux de Ernst Haeckel dont il faudra qu'on parle un jour aussi. Ernst Haeckel qui a fait des très très belles recherches sur la diversité, sur la biodiversité, et qui a décrit beaucoup d'espèces, et qui, il me semble, s'est beaucoup intéressé aux mollusques. Et voilà, donc vous pouvez voir que les nudibranches sont des petits organismes, enfin petits, vous pouvez pas le voir sur cette image-là, mais moi je vous dis, ce sont des petits organismes qui ont une sorte de forme de limace avec plus ou moins de fioritures sur leur dos et sur leur corps. Vous voyez, par exemple, ça peut aller sur le petit orange et jaune là qui est à gauche, où juste vous avez une petite limace, des petites tentacules et un petit panache sur les fesses, jusqu'à quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, décoré au centre avec justement ces petites branches qui sont elles-mêmes branchues pour faire un truc très arborescent, voyez-vous. Donc ce sont tout ça des nudibranches. Et nudibranches, donc, ce sont des mollusques gastéropodes. Donc revenons un petit peu en arrière. Et d'abord, le terme mollusque. Mollusque, c'est en taxonomie, en biodiversité, ce qu'on appelle un phylum. Phylum, c'est un embranchement, c'est un énorme groupe d'animaux qui regroupe énormément d'animaux, justement, qui ont plus ou moins des caractères communs. Je dis plus ou moins parce que ces caractères communs peuvent être gagnés ou perdus aussi au sein du groupe. C'est ça la beauté de la taxonomie, c'est que c'est le bazar. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on est allé chercher dans les archives fossiles, dans la différenciation entre plusieurs espèces, on a fait de l'anatomie anatomie comparée. On est allé voir justement quelles caractéristiques ces espèces ont en commun pour les grouper ensuite ensemble. Et il me semble que les mollusques, c'est un groupe qui a été on va dire, qui a été déterminé très. Ça fait longtemps que les mollusques ont été décrits dans la taxonomie. Parce que c'est normal, c'était un groupe qui regroupe énormément de choses. Donc, mollusques. Qu'est-ce qu'on entend par mollusques? Eh bien, ce sont des invertébrés. Des invertébrés qui sont parmi les plus abondants sur la planète. Bon, il y a les arthropodes, il y a les insectes, évidemment, les crustacés, tout ça. Donc les arthropodes, ça c'est le groupe le plus abondant sur la planète. Et ensuite, les mollusques sont pas très loin derrière. Par exemple, si vous lisez aussi ce petit article Wikipédia, comme je vous dis, ça reste Wikipédia, donc ce sont des sources qu'il faut vérifier, mais c'est un bon début pour commencer nos recherches. Donc vous voyez, les mollusques, ici, sont décrits comme le plus grand phylum marin, avec presque 23% de tous les organismes marins décrits. C'est quand même énorme. Et c'est pas très surprenant parce que ce sont des animaux qui se sont bien adaptés au milieu marin. Sachant qu'on peut trouver évidemment des mollusques sur le milieu terrestre ainsi que dans les eaux douces. Si je vous dis mollusques en milieu terrestre, vous me citez quelque chose en particulier? Je ne sais pas moi. Dites-moi si vous avez suivi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme mollusque en milieu terrestre, d'après vous?
Les escargots, mais oui, bien sûr. Évidemment, il y a évidemment les escargots que vous pouvez voir justement le petit Helix pomatia, ce petit machin-là. Hein. Je ne sais pas si c'est celui-là qu'on appelle un petit gris, mais il me semble que ça se mange bien. Alors, le Bernard l'ermite, mon cher, c'est non. Le Bernard l'ermite, c'est un arthropode. C'est un arthropode qui se cache dans des coquilles vides, notamment des coquilles d'escargots. Mais c'est un arthropode, le Bernard l'ermite. Aïe, 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 aïe. Tricheur, il y a l'image. Mais oui, mais je vous ai mis un petit, hein, voilà. Ouais, je savais. Toki qui troll. T'as cru que je me, hein, que je ne t'aurais pas. Ah oui, Bernard Lamy, tout à fait. On n'est pas 100% commu pour ça. Attention. Attention, c'est fake news. Toki, attention, ne mets pas de fake news. Donc en tout cas, on parle ici donc de mollusques. Les mollusques terrestres, évidemment, ce sont les petits escargots que vous retrouvez dans les haies, dans vos jardins. Ce sont les petits escargots, tout simplement. Tu vois ce petit truc-là? C'est un mollusque qui est apparenté aux mollusques qu'on va trouver dans l'eau, et notamment à ce fameux petit nudibranche. Donc en gros, mollusques mous. Ce sont des animaux qui sont mous. Juste les escargots, ah si, il y a beaucoup de choses. Mais en général, les mollusques terrestres, tu vas avoir des mollusques qui sont avec une structure à peu près pareille que des escargots, parce que ce sont des organismes qui sont adaptés à un milieu aqueux. Donc, les milieux terrestres, ils ont dû faire un certain nombre d'adaptations pour justement gérer le fait que ce soit un milieu aérien. Donc, les escargots, par exemple, eux, ils ont deux adaptations, qui est le fait qu'ils produisent du mucus pour faire en sorte que leur peau reste toujours humide et qu'ils puissent se déplacer, comme ça fait du slime, du mucus. Et ils ont aussi développé une sorte de poumon. Et c'est pour ça d'ailleurs que la musique est un petit peu... Pardon, je suis en train de m'ambiancer sur un escargot, c'est quand même incroyable. Oh là là. Ouais, il va falloir que je montre aussi Toki qui me partage des photos de nudibranches incroyables. Rencontrez les nudibranches de votre région avec Toki. Et donc oui, je disais, sur les escargots, ce sont donc des organismes qui ont notamment développé une sorte de poumon. Alors ce qu'on appelle un poumon, c'est quand même assez vaste, mais c'est vraiment on va dire, un organe dont le but est de tirer l'oxygène de l'air et non pas de l'eau. J'en ai un au bout de la langue. Tu parles d'escargot? C'est bizarre ça. Donc, ces escargots ont un poumon, c'est pour ça que, entre autres, que la classe dans laquelle font partie, enfin pas la classe, mais le niveau taxonomique dans lequel fait partie ces escargots s'appelle les pulmonata. Pulmonata. Et en gros, c'est juste des escargots qui se sont regroupés, qui ont développé une certaine structure pour permettre de vivre en milieu terrestre et donc de coloniser d'autres milieux qui ne seraient pas disponibles pour les mollusques. Voilà, donc les pulmonata, vous allez voir, on va en reparler un petit peu tout à l'heure quand on va parler justement de la taxonomie des nudibranches. Donc, vous voyez ça, c'est un mollusque et donc c'est mou. Donc évidemment, vous avez tous, je vous connais, parce que même moi je l'ai fait, vous avez tous touché un escargot. Déjà rien que pour qu'il puisse rétracter ses petites antennes comme ça, parce que c'est rigolo. Bon, c'est pas très gentil, mais ça lui fait pas trop de mal. Mais alors non, c'est quoi le truc qui ressemble à l'escargot sans un coquille? La limace, tout à fait. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de coquille, c'est que la coquille a soit été perdue secondairement, soit elle est autre chose. Vous allez voir. Vous allez voir. Exactement. Mais ça reste des mollusques aussi. La limace est un mollusque, c'est juste pas la même famille. Mais ça fait partie de tout ça. La limace a aussi développé un système pour capter l'oxygène de l'air et non pas de l'eau. Donc voilà. Attendez. Ouais, parfait. Donc on a vu ça. Donc c'est des organismes qui sont mous, évidemment. Donc c'est pour ça que ce qu'on appelle mollusque, c'est assez vaste, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont molles dans la vie. Mais les organismes mollusques sont a priori mous parce que ils ont un type de structure qui les caractérise presque tous, qui s'appelle le manteau. Oui, titre, ça va. Attends, vas-y. Attends. Mais il est où mon... C'est honteux. Voilà. Celui-là, il était que pour toi. Et donc, les mollusques ont un premier trait qui les regroupe, qui s'appelle le manteau. Et le manteau, c'est une sorte de structure de cellules
qui va pouvoir c'est une organisation cellulaire qui se trouve surtout sur la partie extérieure de l'organisme, et c'est ce manteau qui va pouvoir créer des spicules calcaires ou des petits cristaux de calcaire pour former la coquille, notamment. Donc c'est pour ça qu'en général, les mollusques sont caractérisés avec une coquille, c'est parce qu'ils ont ce manteau qui permet de sécréter la coquille. Donc, vous avez le manteau, ce qui s'appelle le mantle en anglais, voilà, qui permet de créer la coquille, entre autres. Vous avez aussi une radula. Une radula, c'est une espèce de structure calcaire qu'on va trouver au niveau de la bouche et qui va servir pour l'alimentation. Tout simplement, c'est une sorte de râpe. Je ne sais pas si je fais ça comme ça. Non. Ah, mais il n'y a pas de photo de radula. Ouais, bah en fait c'est ça. C'est un peu un truc de l'horreur quand on regarde ça avec un microscope. Mais il faut vraiment voir ça comme une sorte d'éponge Scotch-Brite. Ce stream n'est pas sponsorisé. Une sorte d'éponge qui va venir gratter. Et le fait de gratter comme ça, si vous grattez par exemple des rochers, ça va vous permettre de récolter les algues ou les bactéries, les microbes, qui sont déposés dessus et de venir les manger, tout simplement. Donc ça, c'est une des façons d'utiliser la radula, mais il y en a d'autres que je ne vais pas vous spoiler, bien sûr. Donc la radula. Radula, c'est une structure qui ressemble à des dents, finalement, au niveau de la bouche. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent présent chez les mollusques d'un point de vue primaire. Scotch, il nous regarde, you know what to do. Oh, je prendrais bien un petit scotch là. Bon, peut-être pas, il est 10h22, mais quand même. Et donc, cette radula peut être perdue chez certains groupes, notamment chez les bivalves. Chez les bivalves, il n'y a pas de radula. Mais d'ailleurs, si vous avez l'occasion de manger des petits bigorneaux, qui sont des petits escargots que vous trouvez sur le littoral, notamment breton, des littorines, c'est très bon. C'est délicieux. Vous faites ça bouillir dans l'eau avec une petite mayonnaise incroyable. Eh bien, si vous disséquez votre bigorneau, vous pouvez voir qu'au niveau de la bouche, il y a une espèce de languette comme ça, noire. Eh bien, c'est la radula. Bon, ça se digère très bien, vous inquiétez pas. Mais c'est une petite formation qui permet justement de venir grignoter les algues et le tapis bactérien un peu partout. Donc ça, c'est génial. Un vrai délice, et à l'apéro, c'est une tuerie. Oh oui, tu mets ça avec un petit verre de vin blanc, avec un petit kir avant, évidemment, parce qu'on est en Bretagne. Oh, j'ai faim, ça y est. Donc, la radula, on appelle quand même un caractère primaire, un caractère primitif, parce que c'est celui qui est le plus groupant, on va dire, pour toutes les espèces de mollusques, sachant que, comme je vous dis, ça peut avoir ensuite une modification. Il peut y avoir une modification qui fait qu'on perd un caractère plus tard. Si on a le temps, je vous parlerai taxonomie en long et en large, mais pour l'instant, on va rester à ça. Donc, le manteau, la radula, et il y a une dernière chose aussi. Un kir, évidemment, parce qu'on est en Bretagne. Bah, un kir breton, quoi. Oh, ça va. Tu vas pas chipoter, mon frère. Attention. Hein. Sinon, je te tout tape tout à l'heure. Fais gaffe. Et la troisième chose, c'est la présence d'un système nerveux particulier. Et en général, le système nerveux chez les gastéropodes est formé par pas des anneaux, mais deux cordes neurales. Donc c'est vraiment comme une sorte de grand nerf comme ça, et qui est présent dans l'organisme pour justement relayer les informations sensorielles et les informations aussi motrices. Donc, chez les mollusques, il n'y a pas de... en tout cas, chez la plupart des mollusques, il n'y a pas de cerveau à proprement parler, mais il y a des regroupements de neurones qu'on appelle des ganglions tout au long de la chaîne neurale, comme ça. Donc c'est comme si vous aviez une petite ficelle, et sur plein d'endroits, il y a un petit regroupement de neurones qui vient justement se mettre en petit chapelet, comme une sorte de petit collier de perles, comme ça. Et ces neurones sont placés à des endroits évidemment clés, qui vont permettre d'avoir une connexion avec des systèmes sensoriels ou des systèmes pour aller justement avancer ou interagir avec le monde. Oula, Arthur, je te tout-tape tout à l'heure, ça m'aurait pas plu. Ouais, mais d'autant plus que le tout-tape n'existe plus. Donc en fait, je vais juste le bucket, et ça va être marrant. Donc, c'est un système nerveux qui est particulier. Et vous allez voir que ce système peut encore devenir encore plus bizarre. Vous allez voir. Donc, un système nerveux qui est sous forme de petites cordes comme ça, des radulas, ou pas, mais en général des radulas, et un manteau. Si vous avez ces trois caractères, vous êtes presque certain que ce que vous avez, c'est un mollusque. Voilà. Et parmi les mollusques, il va y avoir un énorme, un énorme groupe, une énorme diversité, évidemment.
Et chez les mollusques, on distingue... Il faut que je mette à jour le jeu. Mais oui, mais on t'attend ça. On n'attend qu'une chose, c'est de rejouer avec toi. OMG, reviens. Donc vous allez avoir des classes. Classe, c'est aussi un groupe taxonomique qui est en dessous du phylum. Donc en gros, dans un phylum, vous avez plusieurs classes. Vous voyez ça comme un arbre sur lequel il y a de plus en plus de branches. Eh bien, dans les classes, il va y avoir plusieurs classes particulières de mollusques. Vous en connaissez au moins 3 dans tout ça. Vous connaissez bien sûr les gastéropodes, gastropoda. Donc ça, les gastéropodes, ce sont les petits escargots que nous connaissons tous. Vous avez évidemment les bivalves. Donc ça correspond à tous les coquillages qui ont 2 coquilles. En fait, c'est pas tout à fait ça, c'est une coquille en 2 morceaux. Donc gastéropodes, eux, c'est une classe qui a une coquille, donc une coquille en un seul morceau. Vous avez les bivalves qui a une coquille en 2 morceaux, comme ça, qui font comme ça. Donc les moules, tout ce qui est les palourdes, tout ce qui se mange très bien aussi. Vous avez évidemment les céphalopodes qui, eux, ont une coquille interne. Et ça, ce sont donc les pieuvres. Ce sont les poulpes, les seiches, les calamars, toutes ces espèces, on va dire, qui sont, on va dire, très avancées aussi. Ce sont des mollusques qui ont évolué, comme dans tous les autres mollusques, mais avec beaucoup de caractères différents. Et les limaces, on va trouver ça dans les gastéropodes. Et les gastéropodes, non, justement, les gastéropodes, ce sont donc, les limaces sont dedans, mais elles ont perdu leur coquille. C'est ça qui est compliqué. C'est que, c'est évidemment la taxonomie, ça fait plaisir. Mais les limaces, ce sont des gastéropodes qui ont perdu la coquille secondairement. Pourquoi ? Tout simplement peut-être parce que c'était pas utile pour leur milieu de vie. Et qu'à un moment, tu as une limace avec une coquille qui s'est dit tiens, si j'enlevais ma coquille, et finalement, elle a trouvé que c'était plus intéressant pour elle de vivre comme ça. Donc, elle a réussi à se reproduire et la coquille a disparu petit à petit. Donc, gastéropodes, vous avez les bivalves, les gastéropodes, vous avez les escargots et les limaces, et les nudibranches. On y revient juste après. Vous avez les céphalopodes qui sont les pieuvres, les mollusques avec une coquille interne. Vous avez les bivalves qui sont donc des mollusques avec une coquille en 2 morceaux. Vous avez les scaphopodes qui est une espèce de petit cône comme ça. Donc ça, on va pas trop aller là-dedans, mais il y a une coquille pareil. Vous avez les monoplacophores et les polyplacophores qui ont aussi des coquilles, mais qui sont plus ou moins présentes en nombre. Si vous savez ce que c'est, on parle de chitons. Si vous dites chiton, je me barre. Hein. Non, c'est chiton, comme ça. Vous voyez ? Non, mais non, c'est pas un vêtement, moi je te cherche. Oh. Voilà, ça c'est un chiton. Et chiton, en fait, il a une coquille, mais lui, par exemple, c'est un polyplacophore et il est en 8 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la coquille est en 8 morceaux. Et ça, ce sont des petits animaux que vous allez trouver sur les rochers, qui viennent se balader comme ça sur les rochers, et avec leurs radula qui vont venir gratter les rochers comme ça. Je vous conseille pas d'essayer de sortir un chiton de sa roche, parce que le bougre, il s'accroche bien. Hein, il s'accroche bien. Mais si vous arrivez à le sortir, sans lui faire mal, bien sûr, vous verrez qu'il y a une petite bouche comme ça. Vous avez le pied, donc un gros pied qui lui permet de se balader comme ça avec du mucus et des petits cils. Et vous avez aussi, pour certaines espèces, la possibilité de se recroqueviller comme ça pour éviter d'être mangé, tout simplement, par des espèces de prédateurs. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de prédateurs aussi dans le milieu côtier. Donc les chitons, là c'est ce Tonicella lineata, tout petit, très joli, avec en plus des petites lignes bleues comme ça, magnifiques. Et ça c'est assez commun. Donc si vous voulez vous balader sur... regardez. Hop. Ça fait quelle taille ? Regarde, là on a un chiton qui est quand même assez grand. Voilà, ça c'est Cryptochiton stelleri. Donc c'est un chiton qui fait quand même plusieurs centimètres. Mais dans le cas du Tonicella dont je te parlais ici, ça c'est à peu près 2-3 centimètres. Donc 2-3 cm, il faut avoir l'œil. Mais si vous regardez sur les tapis d'algues rouges, sur les rochers par exemple en Bretagne, c'est tout à fait probable que vous puissiez trouver des petits chitons de ce genre-là. Ils sont tout mignons, tout jolis. Puis ça fait vraiment pas de mal. Hein. C'est cute. Et ça fait son petit boulot de nettoyeur de rochers. Voilà. Ça ne dit rien du tout. Mais ouais, c'est des choses qui sont assez fourbes. Assez peu connues parce que ce sont des animaux qui ont une forte possibilité de faire du mimétisme. Parce que sur les rochers, notamment en Bretagne, vous allez avoir un tapis d'algues rouges encroutantes, souvent du genre Corallina,
Et du coup, le Kython va trouver la même couleur que ces algues rouges pour se camoufler parmi ces algues rouges. Donc il faut avoir l'œil, mais je vous conseille, et je pense même qu'en Méditerranée, ça, t'arriverais à en trouver, ça se trouve beaucoup. Alors c'est la magie du monde des petites bestioles de la mer que personne ne connaît. Mais oui, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai envie de les découvrir et de vous les présenter parce que c'est trop cool. Donc voilà, vous avez ici les polyplacophores Kython. Donc très stylé, très très stylé. Et l'autre il est énorme en fait. Mais ouais, mais c'est un truc de fou, regarde ça. Donc ça, face interne du Kython, Cryptokython stelleri, montrant le pied au centre, entouré de branchies et le manteau. Vous voyez, ça c'est les branchies de l'animal. Le pied, c'est la partie orangée au centre, et vous avez la bouche tout en haut. Et ça, c'est la face ventrale, bien sûr, parce que sinon, il est de l'autre côté, il se balade. Mais là, oui, on est sur un truc quand même qui fait un bon 15-20 cm quand même, hein, voire plus. Je sais pas trop où c'est qu'il a été trouvé, celui-là, mais c'est un peu une dinguerie, eh. Oh là là, regardez ça quand il est retourné. Bonjour, je suis un Kython. Bon là, dans ce cas-là, c'est un Kython qui se balade sur le sable. Donc c'est aussi possible, ça dépend des espèces, bien sûr. Cryptokython stelleri est le plus grand Kython pouvant atteindre 36 cm de longueur, pour un poids de 2 kg. Tabarouette. Il est trouvé sur les côtes pacifiques nord, de la Californie vers le nord jusqu'à l'Alaska, les îles Alouétiennes et la Kamtchatka, puis Japon. Ah ouais, donc c'est quand même du gros bestiau, hein, ça. Ah ouais. Eh ben punaise. Donc le Kython. Et pas chiton, pitié. Le CH c'est qui, pitié. On vient du grec, ça se dit chi. Ça se dit pas chi justement, ça se dit qui. Ah oui, ils confondent vraiment vachement le crochet. Mais c'est un truc de dingue. Regarde, je sais pas si j'arrivais à t'en trouver d'autres, mais je te conseille de regarder les Kythons, c'est trop trop cool. Revenons donc sur nos mollusques. Donc vous avions donc les Kythons, les polyclapophores. Vous avez les monoplacophores qui sont des sortes de Kythons mais avec une seule coquille plutôt qu'en 8. Et vous avez les aplacophores qui ont perdu leur coquille. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est quand même un peu le bazar, pour pas dire le merdier, mais c'est normal, parce qu'on est ici en taxonomie et c'est difficile de regrouper tout le monde dans le vivant. Voilà. Donc, nous avons ici les mollusques, et nous allons maintenant aller dans les gastéropodes. Les gastéropodes, voilà. Gastéropodes qui ont quand même une très 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 grande diversité, très grande variété. Vous voyez, par exemple, la limace ici, c'est un gastéropode. Voilà. Donc là, ce qui est triste, c'est qu'ils mettent gastéropodes et on voit que des gastéropodes terrestres. Alors que, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on peut en trouver des beaux dans l'eau? Bon, ça, on a quand même un magnifique petit nudibranche. Regardez ça. C'est trop beau. C'est trop cute. Les nudibranches, c'est trop trop cute. Vous voyez là, les deux petites espèces de petites antennes, en fait, ce sont ces branchies au doude. Et ça, si vous allez en plongée, vous pouvez en voir, c'est juste magnifique. Et Toki m'en a partagé un autre. Bien sûr, évidemment, trouvez les gastéropodes de votre région. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Les limaces de mer, du coup. Vous voyez, ce sont des gastéropodes marins, du coup, qui ont perdu ou qui ont internalisé leur coquille pour faire qu'ils soient en fait finalement tout mous, parce qu'ils n'ont pas besoin de leur coquille pour on va dire, leur rythme de vie, leur métabolisme, tout ça. C'est beau quand même. Hein. Celui-là est magnifique. Je vous conseille, si vous arrivez à plonger, à ouvrir l'œil, parce que ce sont des petites espèces qu'on peut trouver très très souvent sur les algues. Pas un peu sur les rochers, mais surtout sur les algues. Donc il faut avoir l'œil, mais je vous conseille de regarder, c'est magnifique. C'est magnifique. Nudibranche, non, on n'y est pas encore. Gastropode. Bah, la coquille, c'est pour se protéger des prédateurs volants. Prédateurs volants dans le cas des gastéropodes terrestres, mais on peut trouver aussi des prédateurs comme comme les poissons, en fait, tout simplement, ou comme les poissons, ou comme les crustacés, qui viennent justement manger ces pauvres bestioles. Donc une coquille, ça les aide beaucoup. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc oui, c'est vraiment pour se protéger des prédateurs. Et pour protéger aussi les organes. Parce que sous la coquille, il y a des organes, notamment la branchie. Donc c'est quand même important que cet organe soit protégé du reste des personnes qui voudraient les grignoter. Donc oui, c'est vraiment pour se protéger des prédateurs, en général. Vous avez donc les gastéropodes. Donc gastéropodes, c'est quelque chose qui est quand même très très vaste. Mais dans les gastéropodes, il y a plusieurs groupes que je vais vous montrer. Ah oui, c'est là. Il y a un truc que je vais vous montrer aussi qui est une dinguerie. C'est que dans le processus, si vous voyez que la coquille de l'animal est un peu torsadée, un peu twistée comme ça, eh bien c'est normal. Parce que dans le développement de l'animal, il y a une torsion des organes
c'est un truc de fou. C'est qu'au niveau embryologique, embryonnaire, vous avez l'animal qui a eu à un moment une torsion de son corps, à un moment de son développement, pour faire en sorte que l'anus qui était derrière puisse en fait être au niveau de la tête, comme ça. Donc ça fait tout simplement. Et ça, ensuite, dessus, bah, la partie qui est là sur ma main fait en sorte d'avoir une coquille et ça se protège. Et notamment dans les petits animaux, vous allez voir par exemple que vous avez la tête en avant, à droite là, et regardez, l'anus et le port respiratoire sont aussi au niveau de sa tête. Parce que il y a eu un switch. Vous voyez, par exemple, ça c'est le pied de l'animal. Et plutôt que ce soit ici, ça fait hop, comme ça. Et ça fait une sorte de petit bourrelet avec dessus la coquille et tous les organes importants à l'intérieur. Donc c'est comme si en fait il avait fait en sorte que tous ces organes importants soient mis en boule dans un endroit qui est protégé dessus et là il peut juste se balader avec ça un peu partout. Donc en gros c'est ça. Et vous vous doutez bien que d'avoir une torsion au niveau du corps, ça va organiser aussi l'intérieur du corps différemment. C'est pour ça que si vous regardez à l'intérieur, si vous regardez les organes à l'intérieur, si vous avez par exemple la coquille qui est comme ça, ce que vous avez ici, en fait, c'est la gauche, parce que c'était comme ça avant. Vous voyez? Alors que c'est à droite, mais c'est la gauche. Et ça, c'est encore plus important quand on regarde au niveau du système nerveux. Je ne sais pas s'il y a ça... Non, alors je vais vous mettre ça. Non, c'est pas ça. Ah, je spoil. Ah. Alors, mollusque. Non, mollusque. Nerval twist. Je sais plus comment ça s'appelle. Le triangle de la case du tier. C'est ça. Ouais, bon, en fait, ça c'est de la merde. J'aime manger de l'escargot occasion, mais j'avoue, la vue en coupe m'a deck. Bah, ouais. Mais heureusement, tu regardes juste l'escargot, tu enlèves la coquille, tu manges. Mais ça reste très bon quand même. Mollusque. La case Dutier. Triangle. Ouais. Triangle. Oui, merci, bro, mais c'est pas ce que je cherche en fait. J'ai envie de pleurer. Ouais, je cherche, mais il trouve pas. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça comme ça? C'est que Lacaze-Dutier était un chercheur français très très présent quand même dans le milieu, et c'est lui qui a décrit cette structure anatomique. Et il me semble d'ailleurs qu'il était à Roscoff, ce monsieur-là. Mollusque, streptoneurie. Non. Streptoneurie. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver sur une petite... Non, c'est pas ce que je cherche. Ouais, mais c'est moche, ça. Oh là là. On va tomber dessus. Hein. On va tomber dessus. Voilà, c'est ça. C'était ça que je cherchais. Donc, en A, vous avez la position, comme je vous disais, qui était comme ça. Voilà. Et là, vous voyez bien les cordes nerveuses, c'est les trucs en noir avec les petites boules. Ça, ce sont les ganglions. Voilà. Donc, vous avez en A... Ça, c'est le processus évolutionnaire. Donc, c'est une vue qui est... comment dire, qui pourrait être schématisée. C'est pas ce qui se passe dans la vraie vie, hein, attention. Donc vous avez ici la coquille, et avec l'anus, ici. Et vous avez en A, donc en B, quand ça commence à bouger, et en C, quand c'est terminé. Et si vous regardez, les neurones restent connectés de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ne se décrochent pas pour revenir dans l'autre truc. Ce qui fait que puisque vous inversez, forcément vous inversez aussi vos neurones. Et vous voyez qu'en C, vous avez... Plutôt que d'avoir des neurones qui sont comme ça, bah hop, ils ont été twistés. Hop là. Et c'est pour ça que vous avez cette espèce de structure en X, avec un triangle notamment. Vous voyez, ça c'est le fameux triangle de la case Dutier. Et si vous regardez à l'intérieur d'un mollusque, vraiment, son système nerveux a été twisté comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la streptoneurie. Voilà, streptoneurie. C'est neurie pour les nerfs, et strepto, c'est strepto. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, pour vrai. J'ai oublié mon latin, mon grec, my bad là-dessus. Donc en tout cas, c'est une organisation qui est typique des gastéropodes. Parce que les gastéropodes, justement, ont eu cette torsion pendant leur développement embryonnaire. Donc vous avez ici un magnifique petit X qui est fait par-dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver chez tous les gastéropodes. Notamment chez les nudibranches.
Parce que si on continue notre arbre du vivant, vous allez voir ici qu'au sein des gastéropodes, il y a plusieurs groupes. Notamment donc les patelles, les espèces de petits chapeaux chinois que vous allez trouver sur le littoral et qui sont magnifiques. Vous allez voir les vétigastéropodes qui sont un grand groupe de gastéropodes. On va pas aller dans le détail, hein, évidemment, mais vous avez les vétigastéropodes, les Neritimorpha. Alors, juste pour savoir, tu montes parfois des trucs avec ta souris? Non, je ne monte pas des trucs avec ma souris, justement parce que vous ne la voyez pas. J'utilise mes mains, mais il faudrait qu'éventuellement, j'arrive à trouver une façon de dessiner pour que vous puissiez voir ça bien. Sinon, je peux faire en sorte que ma capture capture aussi la souris. Capture curseur, ah, voilà. Voilà, là vous voyez mon curseur. Ah ouais, ça va être mieux. Donc vous avez les Patelogastromorpha. Oh là bah voilà. Toki qui arrive à me sauver la vie. Strepto qui vient du grec ancien streptos. Streptos qui veut dire tourner. Donc littéralement, un système nerveux tourné. Strepto neurie. Tout simplement. Toki, tu es le GOAT et je te remercie même si tu es allé voir ça sur ChatGPT. Donc streptoneurie, donc le fait de tourner le système nerveux. Incroyable. Même pas. Oh là 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 là. Mais quel GOAT. Mais pitié qu'on donne à cet homme la présidence, je sais pas. Donc vous avez les patelles, vous avez les Vetigastropoda, les Cénogastropoda et les Neritimorpha aussi qui sont des grands groupes très connus comme avec par exemple les buccins, les trocs, les gibules, les siphons, les trophons, plein de très jolis noms comme ça. La lunacie, c'est très 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 joli. Plein de belles choses là-dedans. Vous avez les litorines notamment, c'est magnifique. Et là-dedans, vous avez les 3 derniers groupes qui sont regroupés en fait dans un système qui avant s'appelait Opistobranchia, qui n'est plus vraiment un terme utilisé, il me semble, pour plein de raisons différentes, mais c'est les Euthyneries. Euthyneria maintenant. Et si vous regardez bien, vous avez les Pampulmonata, qui sont les escargots terrestres et les limaces dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc ça, ces petites bestioles-là sont des Pampulmonata. Pampulmonata, en fait, c'est le préfixe pan en grec qui veut dire tout. Donc c'est tous les pulmonés. Voilà. Vous avez les Opistobranchia qui, là-dedans, il y a les magnifiques Aplysia. Donc pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que j'ai nommé mon bot Aplysia, et ben c'est pas pour rien. Des Aplysies, ce sont des très jolies petites sortes de limaces de mer aussi, mais qui ont internalisé leur coquille. Donc vous avez ici, pareil, ce sont des mollusques qui se baladent sur le sédiment. Vous avez ici des petites antennes comme ça. Vous avez 2 petites organes qui viennent aider pour la nutrition. Et la grosse boule que vous avez à droite, c'est là où il y a la coquille qui a été internalisée. Et pour ceux qui veulent savoir aussi, ils appellent ça les sea slugs, mais moi je préfère le sea hare, qui sont en fait les lièvres de mer. Parce que c'est plus joli, déjà, et parce que les marcus, on aime ça. Même si ce sont des marcus de mer. Donc ce sont les aplysies. Aplysie. Voilà. Et ça, vous pouvez même en trouver sur le littoral breton. Je rigole pas. Hein. Quand je suis allé à Roscoff, j'en ai vu des aplysies et c'est tout joli. Mais s'il vous plaît, marchez pas dessus, parce que les pauvres, elles se camouflent bien dans le milieu. Comme vous pouvez voir, elles ressemblent beaucoup à des rochers. Mais si vous marchez dessus, vous allez vite le sentir. Et en plus, vous verrez un sang qui est très rose autour. Donc pitié, leur faites pas de mal. Elles sont adorables. Donc des aplysies, les lièvres de mer, ça vous frappe pas de mal, c'est juste trop cute, donc pitié, laissez-les tranquilles. Donc, Aplysia, qui est le nom de mon bot et qui vient évidemment de ça. Parce que c'est trop cool. Voilà. Donc les aplysies qui sont des Opistobranchia, et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les Nudipleura, qui sont le groupe avec tous les nudibranches. Donc la classe notamment Nudibranchia, et là nous y sommes. Donc les nudibranches, ce sont vraiment des mollusques gastéropodes marins qui ont perdu leur coquille après la fin de leur stade larvaire et qui ressemblent à ces magnifiques espèces, qui sont en général des espèces avec des couleurs très très diverses. Et notamment, là, ce sont des couleurs dans le spectre visible, mais il y a aussi des couleurs qui sont dans le spectre de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Ce sont des couleurs qui sont vraiment très flashy, pour indiquer que déjà ils sont là pour les partenaires potentiels, mais aussi le fait que ce sont des espèces qui sont en général très toxiques. Donc ça veut dire aussi, ne me mangez pas parce que sinon vous allez crever en fait.
Donc en général aussi, quand on a des couleurs vives dans le milieu du vivant, ça montre que il y a peut-être quelques toxines parmi là, et il vaut mieux pas venir s'y frotter. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des espèces qui sont du coup magnifiques. Donc oui, je vous conseille pas de venir caresser un nudibranche. Faites pas ça au cas où. Pour plein de raisons différentes, mais le faites pas. Ça vaut pas le coup. Même si vous avez des gants de plongée, ne le faites pas. Donc les nudibranches, ce sont quand même des espèces qui sont très jolies, avec une grande diversité. Vous voyez, ça c'est aussi des espèces qui sont avec des petits rhinophores devant et des petits branchies qui sortent par le petit panache derrière. Donc une grande diversité de formes et de morphologie, voyez-vous. Et alors voilà, donc je vous ai un peu présenté qu'est-ce qu'étaient les mollusques, qu'est-ce qu'étaient les nudibranches dans les mollusques. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Quand j'ai préparé la chronique, justement, j'ai discuté un peu avec Toki, et il m'a dit que, tiens, ce serait marrant que tu parles de cette couleur verte qu'il y a dans ces nudibranches. Parce que, bon, Toki, tu réponds pas, hein. Je t'interdis de répondre pour l'instant. Mais ça vous fait penser à quelque chose, cette couleur verte? Je vous ai dit que chez les nudibranches, il y avait quand même beaucoup de diversité de couleurs, beaucoup de pigments. Mais du Toto-Théo, exactement. Mais pour Arthur ou Star, si vous êtes encore là, ou même les gens, si vous êtes en lurk, à votre avis, ça vous fait penser à quelque chose, cette couleur verte forte comme ça? Moi, je sais, hein. Je vous laisse quelques minutes le temps de boire mon chocolat chaud, bien sûr. Je veux une réponse, hein. Pitié, me laissez pas tout seul. Moi, j'écoute Genesis, hein, je suis correct, hein. Bon. Quelque chose de marin. Oui, complètement, ça. C'est complètement quelque chose de marin. Et c'est cette couleur verte, ça te fait pas penser à quelque chose que même tu peux trouver devant ta fenêtre, en général. Mais là, on parle quelque chose de marin. Ça te fait pas penser à une couleur qui serait caractéristique de quelque chose dans le vivant? Ah, là, je donne des indices, hein. Mhm. Toki, toi, tu sais, hein. Toi, tu dois te gausser derrière ton écran. Tu fais moi, je sais. Moi, je sais. Pardon, j'étais en train de pêcher des poissons. OMG. Arthur, c'est honteux. J'espère que tu les pêcheras pour les guildes. OMG. Parce que moi, je pense à une certaine plante. Exact. Ça, GG. Ce sont des plantes. Exactement ça. Ce vert caractéristique-là, c'est du vert de chlorophylle. Mais vous allez me dire, mais Gwen, la chlorophylle, c'est des choses que tu trouves dans les plantes. Effectivement. Eh bien oui. Ce sont des pigments qui vont permettre à être... Alors non, pas cactus. Le cactus, c'est encore autre chose. Mais ce que je voulais vous faire deviner, c'était le côté chlorophylle. C'est que ça, ce sont des plantes. Mais des plantes, ce sont des microalgues qu'on va trouver dans le phytoplancton. Voilà. Donc le phytoplancton, ce sont des plantes. Ce sont juste pas des grosses plantes, comme par exemple un cactus, ou comme des arbres. Mais elles ont toutes un pigment qu'on appelle la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est le pigment qui permet de faire la photosynthèse. Donc en gros, photosynthèse, vous prenez du CO2, vous prenez de l'énergie lumineuse, vous faites un blablabla, et hop, ça vous donne de l'oxygène et des nutriments pour faire votre métabolisme. En gros, c'est ça. Donc en gros, vous prenez de l'énergie minérale que vous transformez en énergie, on va dire, animale. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des autotrophes. À la différence des hétérotrophes qui, eux, prennent de l'énergie animale pour faire de l'énergie animale. Typiquement, quand tu manges un bout de viande, quand tu manges même des plantes, quand tu manges tout ça, eh ben, tu prends des organismes qui ont déjà fait de la matière organique pour faire ta matière organique. C'est pas toi qui crée de la matière organique à partir de CO2 et d'énergie minérale. Voilà. Donc, vous allez me dire, mais Gwel, du coup, si ce sont des plantes, qu'est-ce que ça fout dans ton nudibranche? Qu'est-ce que ça fout? Bah déjà, là, vous pouvez voir, c'est dans le nudibranche. C'est pas sur le nudibranche, parce que vous pourriez me dire, ouais, mais du coup, si c'est du phytoplancton, ça peut coloniser la surface de la coquille, la surface de tel truc, et se mettre dessus, et c'est pour ça que ça fait. Oui, je vous dirais que vous avez raison, mais là, ce n'est pas ça. C'est encore autre chose. Et quand tu bois de l'eau, c'est l'inverse. Quand tu bois de l'eau, bah, tu as besoin d'eau. En fait, l'eau, c'est pas vraiment... c'est un besoin que tout le monde a. Même les organismes sous l'eau ont besoin d'eau, sinon ils meurent. Mais ça va pas définir un métabolisme hétérotrophe ou autotrophe, parce que l'eau, c'est pas quelque chose qui va te nourrir. En fait, avec l'eau, tu vas pas faire de la matière organique. Avec l'eau, tu vas faire en sorte de maintenir
ton métabolisme, le fait que tu vas pas t'assécher et tu fais en sorte que les protéines, les molécules dans ton corps puissent être aussi conviées, notamment avec le sang, un peu partout. Donc, c'est plus quelque chose qui est nécessaire pour assurer le bon développement de ton corps, plutôt que quelque chose qui va te nourrir. Mais les deux sont tout à fait nécessaires et capitaux pour nous. C'est pour ça, n'oubliez pas de boire de l'eau. Moi, dans mon cas, je bois de l'eau, mais aussi du chocolat chaud. Je vous donne des conseils de daron, c'est incroyable. Donc en tout cas, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait dans ton nudibranche? Parce que c'est quelque chose qui est végétal. Et là, on est sur quelque chose de animal. Eh bien, il se trouve que certaines espèces de nudibranches peuvent, lorsqu'elles mangent leur proie, qui sont du phytoplancton, elles mangent l'algue, la petite algue unicellulaire, mais elles ne mangent pas une partie de l'organisme. Et cette partie de l'organisme qui n'est pas mangée s'appelle les chloroplastes. Je vais vous donner une petite image. Donc, Euthyneria, oui, on s'en fiche, c'est fait. Chloroplastes, voilà. Les chloroplastes, ce sont ces espèces de des petites usines, on va dire, dans l'organisme, qui ressemblent à nos mitochondries à nous. Vous voyez, le but des chloroplastes, c'est de créer l'énergie grâce à laquelle la cellule va vivre. Donc nous, dans notre cas, les mitochondries vont faire la même chose. Mais dans le cas des organismes végétaux, on parle ici des chloroplastes. Et les chloroplastes, ce sont donc des petites organelles, donc des organites qui sont présentes dans les cellules de chacune des plantes. Et ces organites vont être le lieu où est fait la photosynthèse. Donc en gros, les organites ici, les chloroplastes, vont venir prendre le CO2 qui était un peu partout, prendre la lumière, et c'est elles qui vont créer l'énergie et la matière organique nécessaire pour la plante. De façon assez intéressante d'ailleurs, une des théories actuelles pour expliquer d'où viennent les chloroplastes et les mitochondries serait en fait que ces organites-là étaient avant des bactéries qui auraient été ingérées par un organisme, et plutôt que de le digérer et d'en faire quelque chose pour elles, bah en fait, ils l'ont juste intégré au sein du métabolisme, tout simplement. Plutôt que de digérer, elles ont collaboré avec à un point de vue intime, parce que c'est comme à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une endosymbiose. C'est une symbiose à l'intérieur d'un organisme, une endosymbiose. Et dans le cas des chloroplastes et des mitochondries, ça va encore plus loin. C'est que depuis, c'est cette origine cette origine supposée, qui serait que les cellules hétérotrophes ont pu prendre justement ces bactéries au sein de leurs cellules, ben, maintenant c'est devenu des organites parce que elles ne peuvent plus vivre sans la cellule. C'est une des théories sur lesquelles on planche justement sur le fait pour expliquer l'origine des mitochondries et chloroplastes. Mais si ça vous intéresse, on en parlera plus. Donc en gros, ces chloroplastes-là, quand notre nudibranche vient les manger, ils ne sont pas digérés et ils vont être réunis dans des endroits justement de l'organisme pour continuer à fonctionner. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, d'une part, il y a un mécanisme dans la nutrition du nudibranche pour faire en sorte qu'il ne digère pas certaines parties de l'espèce. Donc ça déjà, dinguerie, trop cool. Ensuite, ça veut dire que ces organites-là, ces chloroplastes, sont récoltés ensemble et transmis dans un autre endroit de l'organisme, à l'intérieur de l'organisme. On est vraiment à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc déjà, dinguerie. Et troisième chose, si vous regardez bien, les membranes, la paroi, enfin, je ne vais pas dire paroi, on va dire le corps de l'animal ici, outre les petits points rouges qui, à mon avis, sont là parce qu'il doit y avoir des mécanismes défensifs à l'intérieur pour repousser les prédateurs, vous avez une partie qui est très 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 claire, transparente. Ben ça, c'est tout simplement pour permettre aux chloroplastes qui sont à l'intérieur de venir faire de la photosynthèse. Donc là, on a une symbiose entre deux organismes, mais une symbiose qui n'est pas vraiment plus, dans le sens où l'algue, elle a été bouffée. Voilà. Donc elle a été bouffée, donc elle tire pas forcément grand avantage de ça. Donc c'est surtout le nudibranche qui lui se dit « Hey, t'es bon toi, mais je vais te prendre tes chloroplastes et je vais les garder pour moi. » Je vais les garder pour moi et ces chloroplastes vont lui permettre de bénéficier de la photosynthèse. Parce que c'est pas lui qui fait la photosynthèse, ce sont les chloroplastes. Mais les chloroplastes vont pouvoir ensuite excréter leur production. Et le nudibranche, il va être très content, il va pouvoir vivre de ça.
Donc c'est pour ça que certaines espèces de nudibranches n'ont même pas besoin d'aller venir manger ailleurs. Elles ont juste besoin d'avoir ces chloroplastes et les chloroplastes leur produisent leur nourriture et eux ils sont comme ça. Ils se mettent au soleil, tels des chats qui sont bien au soleil et en fait ils mangent grâce à ça, grâce à tout ça. C'est quand même incroyable. Une symbiose sans consentement de tout le monde. Ouais, c'est pas très 2023 tout ça, je te l'accorde. Donc c'est une sorte de... ouais, c'est du vol. Et ça tombe bien parce que ce mécanisme que je viens de vous dire s'appelle la kleptochloroplastie. La kleptoplastie. Klepto de vol et plastie, le chloroplaste. Donc, kleptoplastie, c'est tout simplement le fait de venir voler les chloroplastes d'une espèce pour les prendre à soi et en faire justement une nouvelle fonction de ton métabolisme. Donc, c'est pas une symbiose, c'est plus une sorte de prédation, mais après, t'en fais autre chose. Tu fais pas que la digérer. Donc, imaginez, c'est comme si vous mangiez des épinards. Vous mangez des épinards et après avoir digéré l'épinard en lui-même, ben, vous devenez tout vert parce que votre organisme a fait en sorte que les chloroplastes qui étaient présents dans les cellules des épinards se mettent sur votre visage. Et en fait, vous avez juste à regarder le soleil et hop, vos chloroplastes produisent de la matière organique et vous vous nourrissez grâce à ça. Quand même, c'est quand même stylé. Donc c'est une intégration, c'est exactement ça. C'est une intégration mais au niveau vraiment cellulaire. Et je me demande même si là on n'est pas aussi à la création d'un nouveau, d'un nouveau truc, parce qu'on parle quand même d'un animal qui est capable de recevoir des produits et un métabolisme autotrophe. Donc juste comme de la photosynthèse. Donc à quel point est-ce que là on vient dire que ça peut être aussi un nouveau métabolisme, une nouvelle espèce? Parce qu'on est d'accord que le nudibranche ne naît pas avec ses chloroplastes. Il doit les obtenir grâce à sa nutrition. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une nouvelle espèce, un nouveau règne, un nouveau truc comme ça, parce que il y a vraiment cette notion de kleptoplastie nécessaire avant justement d'avoir ce processus. Donc c'est pas l'organisme qui peut être autosuffisant en créant lui-même ses plastes, c'est le fait d'aller les choper ailleurs qui lui permet d'avoir ça. Donc c'est compliqué, mais ça reste donc un phénomène symbiotique, mais pour vous montrer que la symbiose n'est pas toujours en relation plus-plus. Là pour le coup c'est non. Exactement, il se nourrit de lumière. C'est exactement ça, de lumière et de CO2 qui est présent dans l'eau pour faire sa matière organique. C'est quand même assez stylé. Donc vous avez appris aujourd'hui ce que c'est qu'un nudibranche, mais vous avez aussi appris la kleptoplastie, kleptochloroplastie aussi, qui est tout simplement le fait d'aller choper des plastes pour en faire des organismes, enfin pas des organismes, mais des comment j'appellerais ça? Des sections de votre corps pour justement obtenir des avantages des plastes, alors que vous êtes notamment censé faire de l'hétérotrophie. Ça fait quand même plaisir. Regardez ce petit nudibranche sur lequel on voyait tout à l'heure, vous avez le fait que en fait c'est un petit fourbe, parce qu'il est tout mignon, tout joli, mais en fait c'est un gros voleur. C'est le nudibranche kleptomane. Voilà, donc c'est un peu la violence. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez des questions déjà? Puis de deux, Toki, est-ce que ça répond à ton besoin de savoir ce qu'était la kleptochloroplastie et ces magnifiques petits nudibranches incroyables? Parce que ça en fait des belles couleurs de nudibranches, mais du coup, vous vous rendez compte que ce sont des petits organismes qui sont assez fourbes. Et là, ça revient aussi à ça, sur le fait de dire que c'est pas parce qu'un organisme a l'air petit et a l'air insignifiant qu'il n'a pas ses propres caractéristiques, qu'il n'est pas adapté à son milieu et qu'il n'est pas développé. Parce que là, on est vraiment sur un phénomène d'évolution quand même assez incroyable, assez exceptionnel sur le fait qu'il est capable d'aller voler des organites de d'autres espèces pour venir faire un métabolisme qui n'est pas du tout courant chez les animaux. Genre, incroyable. Je m'étais spoil, mais oui, c'est passionnant, mon cher. Ça me fait trop plaisir que tu dises ça, mon cher. Ben oui, mais écoutez, ça c'était la petite capsule Instant Océan de ce samedi. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on va continuer ça plus tard pour refaire des petits instants océans. Donc évidemment, restez connectés.